Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais la guerre en Europe est là, sous nos yeux. Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir, redoutant des jours qui seront vraisemblablement de plus en plus durs, rappelant l'objectif qui est l'arrêt des combats et évoquant les conséquences à venir de la guerre sur l'industrie, l'agriculture, les prix de l'énergie. Une guerre qui vient percuter, a dit le chef de l'État, notre vie démocratique et la campagne qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Alors précisément, comment maintenir, faire vivre ce débat dans un tel contexte? Nous en parlons ce matin avec Gérard Courtois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique. Nous pouvons lire sur le site de France Culture votre série 1965-2017, le jour où la campagne a basculé. Déjà 3 épisodes en ligne, il en reste 7 à venir. Avec nous également Nicolas Rousselier. Bonjour. Bonjour. Historien du politique, auteur de La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle, aux éditions Gallimard, et chroniqueur dans l'émission Politique, le samedi sur France Culture. Alors justement, Nicolas Rousselier, commençons par faire appel à l'histoire. Y a-t-il déjà eu une situation comparable, une campagne présidentielle qui se tient dans un tel contexte de crise internationale? Alors je crois que la réponse est très claire. Il n'y a jamais eu une campagne qui puisse ressembler à ce qui est en train de devenir aujourd'hui notre campagne présidentielle 2022. On a beau regarder toutes les campagnes depuis 1965, pour ce qui concerne les campagnes présidentielles françaises, il n'y a pas de comparaison possible. Si on cherche un peu, mais c'est vraiment pour le goût de l'histoire, il faut aller chercher dans d'autres pays, et j'ai pensé par exemple qu'on pouvait regarder du côté de la Grande-Bretagne. C'est toujours très significatif puisque c'est évidemment une vieille démocratie. Et là, vous avez un phénomène exactement en 1900, à l'aube du XXe siècle, où il y a eu des élections. Alors évidemment, en Angleterre, c'est des élections pour la Chambre des communes, des élections législatives, élections pour les députés. Et en 1900, il y a eu une élection fortement marquée par une atmosphère de guerre, enfin plus qu'une atmosphère, une guerre tout court. C'était la guerre en Afrique du Sud, ce qu'on appelle la guerre des bourgs. C'était d'ailleurs sa deuxième phase. Et là, il y a eu une élection en pleine guerre, si vous voulez. Même si la guerre était assez lointaine, mais elle était très coûteuse, aussi bien en hommes que coûteuse en termes d'image dégradée de la Grande-Bretagne. Et là, il y a eu une élection qui a fortement favorisé, disons, le camp patriotique va-t-en-guerre, ou disons le parti conservateur. Et depuis lors, on parle de khaki election, de élection kaki pour la couleur de Le l'uniforme. vert kaki, oui. Voilà, le vert kaki. Et ça revient assez souvent. Donc c'est presque devenu un concept de science politique où on essaye d'examiner quel est l'effet d'une guerre sur plutôt un effet positif sur le camp favorable à la guerre. Alors en France, on n'a pas d'exemple pour l'élection présidentielle. Il y a une comparaison qu'on peut faire parce qu'il y a aussi la couleur de l'uniforme. C'est l'élection de 1919, élection législative, on est sous la Troisième République, et qui a donné chez les journalistes en fait l'expression de chambre bleu horizon. Bleu horizon, c'était la couleur de la vareuse des poilus, des soldats. Et c'est vrai que dans cette chambre bleu horizon, il y avait pas mal de tout jeunes anciens combattants qui avaient été élus, donc il y avait un effet de souffle. Mais rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une double particularité. Donc, une campagne présidentielle en période, en atmosphère, en situation de guerre. Mais la deuxième particularité qui pose, je crois, un problème plus spécifique au rôle du président de la République, M. Macron, qui est que c'est une guerre à distance et n'est pas une guerre que la France mène. Donc, il faut positionner aussi le pouvoir présidentiel par rapport à ça. Oui, Gérard Courtois, nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Emmanuel Macron l'a bien dit hier. Il y a effectivement ce mot guerre que l'on entend de nouveau dans son sens plein, quand bien même, en effet, nous ne la faisons pas, nous ne sommes pas en guerre, mais la guerre est là. Je peux rajouter 2 mots à ce que vient de dire Nicolas Mais Rousselier absolument. sur le... parce que, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'exemple comparable. Il y a eu des campagnes présidentielles avec crise. En 1988, la crise de Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, était extrêmement violente. Elle s'est terminée de manière dramatique à 3 jours du second tour. Ce qui n'a d'ailleurs pas été beaucoup servi le Premier ministre de l'époque, qui était Jacques Chirac, et qui avait ordonné cet assaut contre la grotte d'Ouvéa. L'autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est les attentats de Mohamed Merah à Toulouse, En 2012. là encore au milieu de la campagne de 2012, qui a suspendu la campagne pendant 2-3 jours, Quelques jours. d'atmosphère d'unité nationale, mais qui n'a pas pesé en réalité sur le résultat. Et alors j'ai cherché parce que je me suis dit, mais au fond, il y a quand même eu une campagne, c'était 95, où il y avait une guerre en Europe. C'était la guerre de Bosnie.
Et en fait, ça n'a pas été un enjeu du tout de la campagne. Alors pourquoi ? Parce que Mitterrand était président, Balladur était Premier ministre, Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, et ils étaient grosso modo sur la même ligne. Donc dans cette cohabitation, personne n'a voulu utiliser cet argument pour, y compris, ça aurait pu être un argument de campagne de Jacques Chirac, qui s'est montré ensuite, une fois élu, plus offensif contre Édouard Balladur. Mais c'est pas sur ce terrain-là qu'il l'a attaqué et qu'il l'a surpassé. Alors, vous disiez sur le bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le caractère totalement inédit de cette situation, parce qu'on est dans une... Alors, on a beaucoup dit, d'abord, jusqu'à la semaine dernière, on a beaucoup dit cette campagne n'a pas commencé. Oui. Et on dit depuis une semaine, cette campagne est terminée. Moi, je trouve ça tout à fait inexact. La campagne, elle avait commencé. Tous les candidats, à l'exception du président sortant. Non, mais ça, on va en parler. On va en parler évidemment, Gérard Courtois, mais je voulais quand même, voilà, sur la fin de la première intervention de Nicolas Rousselier, sur effectivement cette situation tout à fait inédite. En effet, hier, Emmanuel Macron a parlé de retour du tragique, et voilà, je voulais votre avis aussi sur effectivement ce mot de guerre, ce climat de guerre, cette guerre qui est là, mais que nous ne faisons pas, mais qui est là quand même. Est-ce que ça fait ça ? Qui est là aux portes de l'Europe, et dont les conséquences, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit et tout le monde le sait bien, les conséquences seront très fortes, à la fois conséquences immédiates sur l'économie européenne et notamment l'économie française, question de pouvoir d'achat, le prix de l'énergie, etc., toutes choses qu'on sait depuis des semaines, et encore plus depuis l'offensive russe, et conséquences pas à plus long terme, rapides, mais que Emmanuel Macron a souligné de manière très forte, c'est conséquences quand il a dit l'Europe va devoir payer le prix de la paix. Et c'est toute son plaidoyer depuis des années, depuis 5 ans, en faveur d'un renforcement de la souveraineté européenne, d'une Europe plus puissante et qui assume davantage, qui ne soit pas le ventre mou d'un monde instable. Tout ce plaidoyer qui trouve là non seulement sa justification, mais probablement un levier qui va lui permettre... et là, on est sur le terrain, non pas de la guerre, mais de la capacité de l'Union européenne, l'Europe occidentale, à se défendre contre à l'évidence, des autocraties agressives, en l'occurrence la Russie. Alors, on arrive effectivement à cette situation qui, malgré tout, est celle où nous sommes en campagne, avec cette campagne officielle qui s'ouvre en effet à la fin de la semaine. Nicolas Rousselier, le moment que nous vivons là et que vous venez de décrire tous les deux, c'est un moment normalement dans lequel on pourrait volontiers parler d'unité, d'union nationale souhaitée. Or, la campagne présidentielle, c'est en principe un moment, au contraire, de confrontation d'idées, de débat, d'opposition. Alors, que produit cette tension ? Oui, le mot tension est le bon mot. Je dirais même un télescopage. Alors, la période est tout à fait inédite. Donc, de toute façon, il faut être toujours très prudent pour déduire des conséquences. Par exemple, il y aurait des personnes qui aimeraient peut-être tirer la conséquence que Emmanuel Macron a un avantage énorme dans cette campagne qui s'ouvre et qu'il est quasiment réélu. Donc, il faut faire très attention, parce que je crois qu'il y a 2 effets. Un qui est favorable à Emmanuel Macron, ça semble assez évident, mais il peut y avoir un deuxième effet. Alors, l'effet qui est favorable à Emmanuel Macron, je dirais que c'est un effet presque positionnel, c'est-à-dire qu'évidemment, on l'a vu hier soir, il parle à la télévision en tant que président de la République en action, et non pas comme candidat. Il a bien fait attention, ce qui était évident d'ailleurs, mais il a bien fait attention à ne pas mélanger les genres, il n'a pas déclaré sa candidature hier. Donc, un effet positionnel, parce que tout simplement, même en termes de temps médiatique, il va occuper beaucoup plus les écrans. Mais ce n'est pas simplement une occupation en nombre de minutes, c'est que l'attention est focalisée sur le rôle du président. Donc, ce premier effet, si vous voulez, ça fait jouer la Ve République dans ce qu'elle a d'originel. Ça recentre la campagne électorale sur le choix d'une personne.
et ça recentre sur les fondamentaux de la Ve République. Parce qu'au fond, le général de Gaulle avait défini ce que j'ai appelé la force de gouverner. La nouveauté de la Ve République, c'est que le président était en quelque sorte, bien sûr, renforcé dans son rôle, mais en quelque sorte mis à l'abri aussi des aléas parlementaires. Donc la grande trouvaille de la Ve République, c'est d'avoir réunifié le pouvoir politique et le pouvoir militaire sous la même casquette, si je puis dire. Et donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est, d'une certaine manière, on fait jouer la Ve République dans ses fondamentaux, et donc ça ne peut que profiter en première instance au président. Mais il y a, je pense, un deuxième effet, vous l'avez dit, hein, c'est un peu ce risque démocratique, c'est qu'à l'aune de ces enjeux quasiment existentiels, l'existence de l'Union européenne, l'existence de notre puissance, la capacité, la crédibilité de notre puissance par rapport au risque de guerre, par rapport à ce risque donc, qui pose des questions existentielles, face à cela, l'autre effet, c'est l'effet où, si vous voulez, d'une certaine manière, tous les autres sujets de la campagne électorale, je suis d'accord avec Gérard Courtois, elle avait déjà commencé, le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait sur les retraites, qu'est-ce qu'on fait sur telle ou telle chose, la transition énergétique, tout ça risque d'apparaître, à tort si vous voulez, mais c'est une sorte d'effet mécanique, risque d'apparaître au mieux comme secondaire, et au pire comme dérisoire, presque trivial. Si moi je suis candidat et je vous dis bon ben voilà, je vais dans le prochain mandat faire ceci ou faire cela avec la baguette magique, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et deuxième cercle, par rapport à ce qui se passe dans toute l'Union européenne, ça risque, si vous voulez, de sonner faux. Et ça, c'est un risque démocratique parce que on ne peut pas négliger tous ces sujets parce qu'il y aura un après. Et dans l'après, évidemment, il faudra revenir sur des questions un petit peu prosaïques comme les retraites, la question énergétique, etc. Alors, il reste des sujets, mais ce qui est sûr, là, Gérard Courtois, c'est que, et peut-être tant mieux d'ailleurs, mais là, en tout cas, il y a vraiment plus de place pour les petites phrases, pour les polémiques. Bon, Alors, il y a plus de place pour les petites phrases et pour les polémiques, ça c'est évident. Et pour les petites manœuvres, les petits ralliements, tout ça paraît à la limite indécent. En revanche, moi je pense qu'il y a à la fois, il doit encore y avoir la place pour tous les sujets essentiels, les thèmes voilà. essentiels, les enjeux essentiels pour l'avenir du pays, que sont effectivement le pouvoir d'achat, que sont l'avenir des services publics, que sont la transition climatique, etc., sont des enjeux essentiels. Donc, effectivement, si ces enjeux-là sont éclipsés, disparaissent, sont écartés par cette crise internationale, on aura effectivement un problème ça me paraît évident. Je veux dire, cette campagne ne répondra pas à une partie importante des attentes des Français. Les Français sont à la fois, j'allais dire fascinés, mais il y a un côté hypnotique des images permanentes de ce conflit. En tout cas, C'est la peur aussi, tout simplement. c'est l'inquiétude, c'est la peur, etc. C'est la peur des conséquences aussi. Mais ça ne fait pas disparaître les questions essentielles et non triviales d'une campagne. En revanche, ça y rajoute une série d'enjeux qui, d'habitude, sont mis au second plan. Les enjeux, on sait bien que les enjeux de politique internationale, de géopolitique sont toujours secondaires dans une campagne présidentielle. Là, ils arrivent au premier plan. Effectivement, la capacité d'assumer pour l'Europe et pour la France de donner sens à une puissance et à une autonomie stratégique, tout ça, je veux dire, faisait partie du discours d'Emmanuel Macron depuis des années, et l'actualité, la crise, lui apporte sur un plateau la démonstration que son plaidoyer avait du sens et était justifié. Et pour prolonger ce que disait Nicolas Rousselier sur la stature, je pense qu'effectivement, ça donne au président de la République un avantage statutaire. Par rapport à il a les informations, il a les contacts, et il l'a rappelé hier, il a les informations, il a les contacts, il a l'initiative, ce sommet annoncé la semaine prochaine des chefs d'État et de gouvernement européens. Par rapport à ça, ses concurrents, les autres candidats, sont soit spectateurs, soit commentateurs, et l'image qui était
terrible pour eux, en fait. C'était l'image, il y a 3 jours ou 2 jours, des candidats en randonnion devant le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, venant chercher des nouvelles, des informations précises. Donc ils étaient... voilà, il y a une position de surplomb, évidemment, du chef de l'État dans cette affaire qui le sert. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, une campagne n'est jamais finie avant d'être terminée. Voilà, et c'est donc ce que vous disiez quand je vous ai coupé, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ceux qui disent que c'est terminé, justement. Ah non, je pense que c'est pas terminé, pour la bonne raison, de la même manière qu'elle avait déjà commencé. Et si on disait c'est une campagne Tefal où rien n'accroche, c'est la responsabilité des candidats qui n'ont pas su trouver, imposer à la fois un projet, une vision de l'avenir suffisamment mobilisateur et suffisamment novateur pour intéresser les Français, en fait. Et alors, elle n'est pas terminée pour la raison qu'on vient de dire, c'est que des enjeux nouveaux surgissent, sont des enjeux essentiels, voire existentiels, et il faut à la fois, enfin, je pense que les candidats et le président de la République, puisqu'il va l'être au plus tard demain soir, vont devoir tenir les deux bouts, faire du en même temps, si je puis dire, de l'enjeu classique d'une campagne présidentielle avec l'avenir du pays, etc. Et puis et les enjeux nouveaux, ou en tout cas qui s'imposent sur l'avenir du rapport entre démocratie et autocratie, et pour le dire clairement, dictature. Et Nicolas Rousselier, précisément, il s'agit de défendre la démocratie. On parle énormément de démocratie, d'où aussi la nécessité de ce débat démocratique dont on parlait, d'autant plus, on a envie de dire. Oui, oui, vous avez un exemple historique aussi qu'il faut rappeler, hein, c'est l'exemple de De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle n'est pas en atmosphère de guerre du tout. Il est sorti de la guerre d'Algérie à partir de 62 et il y a à l'horizon la première élection présidentielle de 65. Et en fait, lui qui avait préempté tout ce qu'on appelait, ce qu'on appelle dans les vieux livres d'histoire diplomatique, la grande politique, c'est-à-dire justement le militaire, le diplomatique, le géopolitique. Donc il était le président de la grande politique, c'était le dernier des géants d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale en 65, tous les autres étaient morts, y compris Churchill. Et donc en 65, il ne fait pas campagne, c'est quelque chose qui est connu, mais il faut le rappeler, c'est assez phénoménal quand on y pense par rapport à nos campagnes actuelles, que le principal candidat ne fait pas campagne, en tout cas avant le premier tour, et après il se rattrape entre le premier et le deuxième tour. Donc vous avez un premier signe en 65, c'est que ce président, si vous voulez, ce président construit par son pouvoir d'action, est mis en ballottage en 65. Et puis le deuxième signe, c'est évidemment 68, où il est contesté par une partie de la jeunesse, et puis 69, le référendum perdu. Donc, si vous voulez, le grand écart entre « je m'occupe de la grande politique », ce que je dis là est un peu caricatural, parce que ça a été démenti par De Gaulle d'ailleurs, mais tout de même, c'est ce que pouvaient ressentir les Français. C'est-à-dire le grand écart entre la grande politique dont je m'occupe, De Gaulle, et puis la politique, justement, que j'ai appelée prosaïque, les vrais dossiers, la démocratie par le débat notamment parlementaire, est négligé. Et ça se paye politiquement, parce que ces débats, ces dossiers qui restent, si vous voulez, toujours un peu tièdes, toujours un petit peu sur le feu, les retraites, les services publics, etc. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment, on en a plein, il y a toute une série de ces débats. Et là, par exemple, vous n'avez, ce qui est normal, hein, la session parlementaire s'arrête, il y a plus de débat parlementaire. Donc, ce que je trouve, si vous voulez, dans cette crise, c'est qu'on voit combien il y a ce que j'appellerais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un avantage constitutionnel donné par la Ve République à la capacité d'un président, mais ça souligne aussi le grand défaut de la Ve République, c'est plutôt du côté de la législation en temps ordinaire. Et ces réformes, elles ne sont pas faites. La réforme des retraites, on en a fait 2 ou 3, mais c'est toujours pas fini. Et donc, on ne sait pas faire législation en France, on le fait beaucoup moins bien que des pays parlementaires. Je pense à la Suède qui a fait sa réforme de retraite. Même l'Italie a fait une réforme des retraites avec son régime parlementaire très chaotique. Et donc, si vous voulez, la crise montre qu'on est bon, entre guillemets, le président a des avantages incomparables en tant que force de gouverner, puissance d'action, mais ça laisse encore pour après toutes les questions qu'il faudra faire par la législation. Et vous restez avec nous, nous allons continuer à en parler à Nicolas Rousselier, Gérard Courtois. Nous vous retrouvons dans 20 minutes après le billet politique. Et d'abord, le journal, puisqu'il est 8 heures.
puisque nous sommes ce matin avec Gérard Courtois, journaliste politique, auteur de la série à lire sur le site de France Culture 1965-2017, le jour où la campagne a basculé, et Nicolas Rousselier, historien du politique, auteur de La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France 19e-21e siècle aux éditions Gallimard, et chroniqueur dans l'émission Politique le samedi sur France Culture. Nous parlons avec vous deux depuis 7h40 ce matin de cette campagne présidentielle bouleversée par la guerre en Ukraine. Je voudrais donc votre réaction à chacun sur le biais de Frédéric Saïs. Messages subliminaux, bon, en même temps, était-ce vraiment si subliminal que ça, Gérard Courtois? Non, enfin, c'est subliminal depuis 2 mois, mais c'est très clair depuis 2 mois. Donc on est dans cet exercice qui est assez classique, hein, d'un président sortant qui essaie de bénéficier le plus longtemps possible de son statut de président et de ne pas s'exposer trop tôt ou très tôt ou trop tôt au débat inévitable sur son bilan. Et alors, Emmanuel Macron a vraiment annoncé cette stratégie dès le début du mois de janvier. Et dans son esprit, à l'époque, il s'agissait j'allais dire de s'abriter, en tout cas d'invoquer le règlement de la crise sanitaire pour dire, tant que tout ça n'est pas réglé, vous comprendrez bien que je ne peux pas aller sur les estrades faire candidat. Mais là où il est un peu pris à son propre jeu ou à sa propre stratégie, c'est que la crise internationale a rajouté une obligation encore plus évidente pour lui d'être en position de président actif, et du coup le place dans cette espèce comme on dit aux échecs, hein, il est dans une crise de temps. Ouais, mais et en même temps, Gérard Courtois, est-ce que très honnêtement, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, c'est encore un sujet? Enfin, Oui. qui pense qu'il ne le sera pas? Non, personne ne pense qu'il ne le sera pas, mais la manière dont il le sera compte. Ça compte toujours, la manière dont un président ou dont un candidat, peu importe qu'il soit président ou pas d'ailleurs, dont un candidat annonce sa candidature. C'est un moment à la fois symbolique et signifiant. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, je pense que il est suffisamment, et on l'a vu depuis 5 ans, attentif comment dire, à la rhétorique et à l'image pour réfléchir. Alors peut-être sera-t-il minimaliste, une lettre au Conseil constitutionnel pour dire, mais très honnêtement, c'est curieux, moi j'en doute. Mais donc en tout cas pour vous ça compte quand même, il y a encore... Non, ça compte parce que ça marquera. On peut pas faire. À mon sens, il ne peut pas faire comme si c'était une évidence. De la même manière qu'il ne peut pas faire comme si sa réélection était acquise. Il faut qu'il fasse campagne. Et il faut qu'il montre, qu'il engage le débat. Et il est d'autant plus, en position, j'allais dire confortable, c'est pas le mot, mais en position favorable pour engager ce débat, que pour l'instant, ce débat, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas pris dans l'opinion. Donc, il est en position de donner le tempo maintenant. Et je pense qu'il le fait. Enfin, la logique, c'est qu'il le fasse, en tout cas. Sa candidature ne doit pas être une évidence. En tout cas, il ne doit pas faire comme si ça l'était Nicolas Rousselier. Bon, hier, on a quand même aussi entendu un chef de l'État qui nous parlait de l'avenir au-delà de un mois. Oui, hier, on a eu en fait, dans la deuxième partie du discours, une redéfinition des enjeux de la campagne, et une redéfinition qui vont tous, chacun des enjeux, par exemple la souveraineté, l'Union européenne, chacun des enjeux est redéfini en fonction de la guerre en Ukraine, et en fait, de manière indirecte, on peut dire subliminale, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est du subliminal tellement clair, cristallin, que ça devient assez évident. Et ces enjeux sont redéfinis en sa faveur. Moi, ce qui me frappe, c'est que la situation actuelle, je reprends l'exemple de De Gaulle, hein, la situation actuelle place, si vous voulez, objectivement, le président de la République dans une situation de nécessité historique. Il peut parler au nom de la nécessité de l'histoire, comme l'a toujours fait De Gaulle.
Et le fait de parler en fonction des nécessités historiques, par exemple de se permettre aussi de dire il va y avoir des jours mauvais devant nous, des jours difficiles, il peut se permettre d'annoncer des mauvaises nouvelles parce que ces mauvaises nouvelles ne vont pas lui être imputées. On ne va pas les imputer à sa mauvaise gestion ordinaire de la politique économique française. C'est imputé à une objectivité, à une situation objective de la grande histoire. Donc, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet avantage positionnel, mais attention, parce que c'est aussi une façon de l'utiliser, d'être dans ce rôle. Il a parlé du tragique de l'histoire. Donc, il se détache aussi, encore une fois, de l'ordinaire. Donc, la nécessité historique lui permet effectivement d'avoir en quelque sorte le monopole de l'objectivité. Je déduis, Gérard Courtois le disait en début de débat, il a en quelque sorte une asymétrie, Oui. il a l'information, il a des tas d'informations que nous ne connaissons pas, que même peut-être ses ministres ne connaissent pas, il en garde pour lui, et qu'évidemment les autres candidats ne connaissent pas. Donc on est dans une asymétrie totale d'information, de pouvoir d'information, de pouvoir d'action, d'initiative, de nécessité historique. C'est lui qui peut en quelque sorte déduire de la nécessité du moment les obligations que nous avons. Mais en fait, le risque, c'est que ça crée un tel écart entre lui et les autres que les autres peuvent dire attention, nous devons assurer le débat démocratique. Oui, parce que Gérard Courtois, les électeurs peuvent être en droit d'attendre cela, d'une part, et d'autre part, il y a cet argument aussi, pour l'instant, qui est surtout donné à droite par les Républicains, de dire si la campagne est escamotée, s'il n'y a pas de débat, on aura ensuite, au cours du quinquennat, un problème de légitimité Oui, pour le président. Je vous réponds sur ce point, mais je reviens ensuite d'un cran en arrière. C'est ce qu'a dit, en général, le plus clair à droite, c'est Retailleau, le président des sénateurs républicains, les Républicains. Il a dit les choses très clairement. Une élection sans débat signifierait un quinquennat sans mandat clair, avec un risque de contestation forte de la légitimité, légitimité du pouvoir. Et il a même ajouté, s'il n'y a pas de débat présidentiel, il y aura ensuite des débats dans la rue. Alors, c'est très singulier comme façon d'aborder une campagne présidentielle. C'est quasiment un aveu que, à leurs yeux, la réélection d'Emmanuel Macron est acquise, ce qui n'est pas la position la plus offensive et pugnace qu'on puisse imaginer de la part de candidats. Mais ça soulève effectivement un risque. Ça soulève le risque, ce qu'on a déjà évoqué, que les enjeux nationaux qui font quand même l'essentiel des préoccupations et des inquiétudes et des attentes des Français. La crise ukrainienne percute effectivement ça, mais ne le fait pas disparaître. Oui, c'est plus une accumulation de sujets importants, en fait, que certains qui le deviennent plus que d'autres, parce qu'en réalité... Oui. Mais je veux dire, si il n'est pas répondu à ces attentes dans la campagne, il y aura effectivement, alors potentiellement de la frustration, potentiellement du désintérêt, potentiellement de l'abstention, tout simplement au moment du vote, et derrière, effectivement, un président réélu, dans l'hypothèse où ce serait Emmanuel Macron, mais un président élu dans l'hypothèse où ce serait l'un des autres candidats, qui n'aurait pas eu, à l'occasion du débat présidentiel, la possibilité et la responsabilité de dire « voilà ce que je vous propose » et d'être élu là-dessus. Au moins en partie. On sait bien qu'il y a du vote négatif dans toute élection. On vote contre autant qu'on vote pour, et parfois davantage. Mais enfin, il y a quand même du vote pour. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des grandes faiblesses des adversaires d'Emmanuel Macron. C'est depuis le début, alors qu'il n'était pas candidat, vous le rappeliez, d'avoir réclamé qu'il rentre en lice, etc. Depuis le début, en fait, ils attendent qu'Emmanuel Macron rentre dans la campagne pour pouvoir apparaître comme le meilleur opposant et faire le bilan de son quinquennat. C'est un des avantages, en plus de des avantages statutaires qu'évoquait Nicolas Rochelier, c'est un des avantages d'Emmanuel Macron, c'est que cette crise
relativise ou fait passer au second plan le débat habituel sur le bilan du sortant, qui est quand même un point Et- habituel très important. On a bien vu que, par exemple, François Hollande est élu Mm. en faisant le Oui, mais réquisitoire contre le bilan de Nicolas Sarkozy. Mitterrand en 81 en faisant le réquisitoire contre le bilan de Valéry Giscard d'Estaing. alors, les autres candidats en question ne seraient pas forcément d'accord avec vous, Gérard Courtois, mais bon, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, est-ce que c'est pas un peu bizarre aussi de présenter les choses en termes d'avantages ou désavantages pour Emmanuel Macron? Justement, ce moment de gravité qu'on décrit, est-ce que ça ne rend pas aussi cette grille de lecture-là un peu... Dans une élection, il y a des candidats et il faut choisir entre des candidats. Donc, on est dans l'analyse comparative. Et on est dans le... Voilà. Et moi, il me semble non seulement que cette crise, on l'a dit l'un et l'autre, Nicolas Rousselier et moi-même, donne un avantage objectif, Oui. statutaire, mais elle désavantage également. Cet avantage est d'autant plus fort que tous ses adversaires sont placés en porte-à-faux par cette crise. Soit ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient exprimé ou affiché une forme de complaisance, voire davantage, à l'égard du président russe, et qui sont obligés soit de se dédire, d'une part de se dédire, d'autre part à des contorsions plus ou moins acrobatiques et plus ou moins convaincantes, plutôt moins que plus, et ceux qui étaient relativement clairs ou très clairs depuis le début de la tension en Ukraine, à savoir Madame Hidalgo, Oui. Monsieur Jadot ou Madame Pécresse, sont de fait obligés de s'aligner derrière le président. Oui, mais donc ça, voilà, Gérard Courtois. En même temps, Nicolas Rousselier, on en revient quand même aussi à la question qu'on pose ce matin. Est-ce qu'on peut quand même avoir un débat démocratique? Parce que là, tout en disant qu'il est important, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait... Non, mais il faut l'avoir. Oui, il mais faut alors l'avoir. Et je pense qu'on l'aura. Je suis persuadé qu'on l'aura. Alors, Nicolas Rousselier. on aura un débat démocratique, mais un débat démocratique, il est toujours, si vous voulez, éclectique, jamais très clair, et souvent, il mène à des déceptions importantes. Donc, l'idée qui a été citée à partir de la citation de Bruno Retailleau, qu'en fait, on va vers une élection, si vous voulez, frustrante, et qui risque ensuite de donner en deuxième mi-temps, dans les 2-3 années qui viennent, des problèmes, mouvements sociaux ou autres. Elle n'est pas totalement fausse, certes, mais elle repose sur l'idée que dans les campagnes présidentielles précédentes, là où il n'y a pas de guerre, on a en quelque sorte un débat démocratique parfait entre personnes qui sont de bonne foi et qui finalement débattent dans un univers un peu à la Habermas où il y a la souveraineté de la raison, pour reprendre l'expression de Guizot. Bon, ça c'est évidemment, si vous voulez, complètement utopique. On voit très bien que les campagnes présidentielles, la manière française de faire une campagne présidentielle, c'est que les débats démocratiques sont quand même toujours biaisés et puis amputés d'une grande partie, peut-être amputés souvent des enjeux les plus importants, la poussière qu'on met sous le tapis. Prenez par exemple la fracture sociale de 95, ça fait élire Chirac et c'est pas ce qu'il n'a fait après. Mon ennemi, c'est la finance, fait peut-être élire François Hollande, mais c'est pas ce qu'il fait ensuite. Donc, on a déjà un premier problème dans la Ve République, c'est que nos campagnes présidentielles, si vous voulez, surjouent en quelque sorte la capacité du politique. Donc là, on est dans un problème au carré, c'est-à-dire que non seulement on va peut-être être frustré de cette campagne habituelle où il y a la primauté au programme, et en plus, en quelque sorte, les mesures que l'on doit prendre dans les premiers mois, peut-être même dans les 2-3 premières années, sont déduites en quelque sorte de ce que j'appelais tout à l'heure la nécessité historique, y compris des mesures assez dures. Donc, la guerre tue le programme d'une certaine manière. La guerre recentre la question de notre bulletin de vote sur la personnalité, voilà, et risque de décentrer le programme. Et il restera, ça c'est indéniable, il restera une frustration double sur des questions qu'on peut considérer comme ordinaires, mais qui sont essentielles. Et moi, personne ne doit jouer au prophète, mais il me semble que si Emmanuel Macron était réélu, ou même à la limite si c'était un autre candidat, tout est encore ouvert, il y aurait probablement besoin d'une grande élection
au bout de 2-3 ans, probablement sous un référendum. C'est-à-dire? Un Oui. référendum, par exemple, sur la reconstruction, Mmh. la nouvelle existence de l'Union européenne, par exemple, comme Europe puissance. Mmh. Ça, c'est un sujet essentiel. Parce que donc, effectivement, l'Europe, la souveraineté, Mm. l'indépendance énergétique, Mm. bon, c'était déjà un sujet, mais qui va... Le pouvoir d'achat, bien évidemment, parce que ça aussi, c'était déjà un sujet, mais avec les sanctions, les effets des sanctions, ça va forcément prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Bon, après, Gérard Courtois, quand on disait tout à l'heure, il y a des sujets qui vont peut-être en éclipser d'autres ou qui vont paraître plus importants que d'autres, euh, on est presque en train d'oublier là qu'on sort de 2 ans de Covid et que la santé et que les hôpitaux et que voilà, on arrive aussi au moment de cette campagne avec un passif récent qui était déjà quand même très très lourd. Tout à fait. Mais alors, Nicolas Rousselier disait à l'instant, ça va décentrer. Moi, je ne crois pas que ça va tuer le débat, mais ça le décentre effectivement, cette crise. Et ça le décentre sur un point essentiel qui renvoie à votre question, c'est que, à l'évidence, j'allais dire Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, pardon du lapsus, Emmanuel Macron s'apprêtait à faire campagne dans un mélange de volontarisme et d'optimisme. On l'a vu sur la question énergétique il y a un mois à Belfort, et avec en toile de fond une croissance entre guillemets formidable, qui est du rattrapage, mais qui montre qu'on est sorti de la dépression liée à la crise sanitaire. L'objectif, la perspective du plein emploi, enfin, il s'avançait sur un chemin optimiste. Et il a très clairement refermé hier soir, clairement et très logiquement refermé cette hypothèse-là. Ça va, la percussion ou l'impact de la crise sur la campagne, c'est aussi pour lui l'impact, un changement de pied très sérieux sur la manière dont il va engager, dessiner l'avenir. Pour lui et pour tout le monde, à vrai dire, parce que c'est vrai que nous compris, enfin, je veux dire, les Français, tout le monde, on était effectivement à peine en train d'avoir des contraintes sanitaires qui commençaient à se desserrer, effectivement une situation économique qui s'améliorait un peu, et surtout, on pouvait de nouveau commencer un peu à se projeter. Là, c'est à nouveau terminé, en fait. On se projette, enfin, si je reprends les mots employés hier, on se projette dans un paysage beaucoup plus sombre et voire tragique pour ce qui est des questions de défense et des questions de l'avenir de l'Europe et de la France dans un monde compliqué. Et puis difficulté de se projeter aussi, tout simplement parce qu'on passe notre temps à dire à juste titre qu'on ne peut pas savoir comment ça va évoluer, Nicolas Rousselier. Oui, il y a une expression célèbre qui vient de Clausewitz sur le brouillard de la guerre. Et là, en fait, on a un brouillard de la guerre. J'ai l'impression qu'il est déjà très important sur ce qui se passe réellement en Ukraine. Par rapport aux informations qu'on a, moi, je ne comprends pas exactement la nature de la guerre en Ukraine. C'est très difficile de le savoir. On écoute beaucoup d'experts militaires ces derniers jours sur les plateaux de télévision et c'est pas toujours cohérent. Mais ce brouillard se transpose maintenant dans la politique, effectivement. Et ça, c'est effectivement opposé, antithétique. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'est une campagne présidentielle classique. Campagne présidentielle classique, encore une fois, hein, on le replace dans le cas de la Ve République. Mais à la française, c'est une campagne présidentielle qui se projette en avant, qui en fait... C'est un projet, une vision. Voilà, qui fend l'avenir en quelque sorte. Je vous embarque, je vous embarque en Startup Nation, des choses comme ça, ou bien la fracture sociale. Et c'est presque cette fonctionnalité de la campagne présidentielle qui est vraiment de tracer une feuille de route, mais une feuille de route positive. Alors, les Français, y croient-ils encore totalement ? Je ne pense pas, en fait. Il y a aussi une bonne partie des électeurs qui ont un vote négatif, hein, c'est-à-dire ils votent en comparaison des différents candidats et ils ne se font plus avoir à chaque élection par rapport à ces grandes promesses. Mais il y a aussi... ça fait partie presque quelqu'un, on pourrait dire, habitus, enfin, le jeu d'une campagne présidentielle qui est effectivement de tracer quelque chose, d'embarquer, de tracer quelque chose de clair. Là, c'est à la fois le brouillard,
mais aussi toute une série de mesures annoncées hier par le président de la République, qui sont des mesures issues de la nécessité et non pas du choix exprimé par les Français. C'est-à-dire la démocratie, c'est l'expression de la volonté des électeurs, même si c'est filtré et ensuite transformé, mais on vit sur ce principe, l'expression de la volonté générale ou de la volonté du peuple. Là, c'est l'expression de la nécessité historique. Le terme employé par Macron, le tragique, la tragédie, c'est pas la tragédie de Racine, c'est pas un scénario où les acteurs de la tragédie choisissent leur destin. Ils le subissent et ils essayent simplement d'être à la hauteur morale de leur destin qu'ils subissent. Gérard Courtois. Une note positive quand même dans tout ça, si je puis dire. Moi, je pense que les crises, voire le tragique, ça fait sauter les tabous. Oui. La crise sanitaire a fait sauter le tabou budgétaire européen. Ça a été la responsabilité de la chancelière allemande Angela Merkel de dire, bon, on organise un plan de relance collectif pour sortir de la dépression qui va suivre la crise. Et la crise militaire actuelle, internationale en Ukraine, fait sauter également en Allemagne, donc en Europe. Et donc, par rapport à la France, fait sauter le tabou de combien 5, un demi-siècle d'ostpolitique allemande, d'apaisement engagé par Willy Brandt dans les années 60, et prolongé par tous ses successeurs. Et la révolution, on peut dire les choses comme ça, la révolution que le chancelier Scholz, dimanche, a exprimée devant le Bundestag, change. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais change radicalement le rapport de force en Europe entre ceux qui paraissaient très seuls, en l'occurrence les Français, avec quelques appuis, et les autres, sur est-ce qu'on continue à assumer cette vulnérabilité existentielle de l'Europe sur le plan stratégique. Et je pense que là, on a quelque chose qui va probablement faire bouger les lignes, y compris sur un éventuel, puisque c'était quand même un plaidoyer très fort qu'il faisait, sur un éventuel deuxième quinquennat de Macron. D'où Versailles, d'où le sommet à Versailles, dès maintenant. 10-11. Et le sommet à Versailles va être exactement ce que dit Gérard Courtois, c'est-à-dire redéfinir la nature même de l'Union européenne, son caractère existentiel. Il y a une rupture intellectuelle très forte. Et en même temps, évidemment, ça mettra en valeur le rôle du président. En plus, Versailles, c'est un choix particulier. Et on sera déjà en campagne, il sera déjà candidat. Donc, on sera dans le double jeu, le double rôle. Oui. Le double corps. Et il faudra voir quel débat, effectivement, quel débat et quelle place pour les autres candidats qui ont peut-être aussi une vision à proposer pour l'Europe et pour une Europe ou pas de la défense, etc. Je voudrais qu'on termine, Gérard Courtois. Avant tout cela, déjà, on sait qu'il y avait une inquiétude, en tout cas une attention portée au risque d'ingérence étrangère dans cette campagne présidentielle. Et quand on dit risque d'ingérence étrangère, en l'occurrence, on pense bien souvent tout de même à la Russie. Ce qui se passe aujourd'hui accentue-t-il encore ce risque ? Pour l'instant, rien n'indique qu'il y ait des opérations menées par la Russie ou depuis la Russie, similaires à celles qui avaient percuté la campagne d'Hillary Clinton il y a 5 ans 2016. aux États-Unis, ou qui avaient tenté de déstabiliser la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, ou qui ont été engagées au moment des élections législatives allemandes il y a 1 an. Pour l'instant, mais en même temps, on est au... le président de la République n'est pas encore candidat. Il reste 40 jours. Il peut se passer beaucoup de choses en 40 jours. En 2017, ça s'est produit à 3 jours du second tour. L'opération de hacking, de captation des messages des membres de son équipe. On sait en tout cas qu'il y a une cellule, un service qui a été créé pour ça, vigiler, et Emmanuel etc., Macron a, dès la semaine dernière, mis en garde contre les risques de manipulation. Donc il est très clair que c'est très présent à l'esprit maintenant de tout le monde, dans toute élection importante, qu'il y a des risques de déstabilisation. Dans ce contexte, les médias d'État russes Sputnik RT, qui sont désormais interdits, organes de propagande, a encore dit hier Emmanuel Macron. Il y a
des voix tout de même qui s'élèvent pour dire qu'il y a un problème, en tout cas une question sur la liberté d'expression et d'information, à commencer par RT France, évidemment, la chaîne elle-même qui dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Courtois? Je ne suis pas sûr que ce soit la décision la plus pertinente qui a été prise depuis une semaine. C'est tout. Parce qu'effectivement, et la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que on ne passe pas par une étape, on sait bien ce qu'est RT France ou Spoutnik, mais on ne passe pas par une étape qui aurait été une étape, à mon sens, nécessaire pour ne pas être accusé d'un acte de censure, pour dire les choses comme elles sont dites par les acteurs de ces chaînes, l'étape d'un examen par, alors ça n'est plus le CSA, c'est l'Arcom, des manquements éventuels à un minimum d'équilibre et de déontologie pour aller vite. Donc, en sautant cette étape-là, en faisant une espèce de geste très, très politique en réalité, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, autant tout un tas de décisions qui ont été prises me paraissent pertinentes, autant celle-là me paraît hâtive.